Ma belle-mère n'a cuisiné que pour elle et son fils. Mon mari l'a défendu, prétextant des économies. Je n'ai pas discuté, mais ma vengeance silencieuse au petit déjeuner le lendemain les a laissés horrifiés. Ma belle-mère avait préparé le dîner pour exactement 2 personnes, elle et mon mari. Mon époux avait pris sa défense, affirmant que sa mère essayait seulement d'économiser et que je ne devais pas être aussi exigeante. Je n'esquissais qu'un sourire ironique, et le lendemain matin, je fis quelque chose qui les laissa tous deux horrifiés. À 19h, traînant les pieds après une longue journée de travail remplie de budget et d'appels clients, je me frayais un chemin dans le dense trafic de la 86 de Paris pour rentrer chez nous. Dès que je franchis le seuil, l'odeur du lard frit mêlée à l'arôme d'un bouillon de pot-au-feu me frappa le nez, faisant rugir piteusement mon estomac vide. Je posai mon sac, enfilai mes pantoufles et appelai doucement Didier et sa mère, mais il n'y eut aucune réponse. Je contournai le séparateur décoratif en bois et entrai dans la cuisine intensément éclairée. Devant moi, sur la table en chêne que j'avais moi-même choisie, un dîner était soigneusement servi. Il y avait du lard rôti, du bouillon et un appétissant plat de pommes de terre paysannes avec des oignons. Mais ce qui attira mon attention, ce ne furent pas ces délicieux plats, mais le fait que mon mari Didier et sa mère étaient assis face à face, dînant tranquillement, et qu'il y avait exactement 2 assiettes et 2 jeux de couverts sur la table. Didier, 31 ans, chef des ventes d'équipements médicaux, l'homme avec qui je partageais mon lit, leva vers son épouse un regard indifférent. Il dit que, comme j'étais rentré, je devais prendre une douche et ensuite regarder ce que je pouvais grignoter, car lui et sa mère avaient déjà mangé le plat chaud. Je restai figé à la porte de la cuisine. Le sourire aimable disparut instantanément de mon visage. Mon regard glissa sur la table et s'arrêta sur le robot de cuisine entrouvert. Sans dire un mot, je m'approchai silencieusement de l'armoire, pris mon assiette en céramique préférée et une cuillère en plastique pour l'accompagnement. Le son du plastique raclant le revêtement anti-adhésif résonna avec un écho sec et grinçant. C'était vide. Au fond du récipient, il ne restait que quelques grains de riz froid collés au bord. Il n'y avait rien d'autre. À ce moment-là, un silence si sépulcral s'installa dans la pièce que je pus entendre clairement Madame Thérèse aspirer bruyamment le bouillon de sa cuillère. Elle posa les couverts, s'essuya la bouche avec une serviette et me regarda du coin de l'œil. Sa voix sonnait plate, avec une légère nuance de surprise feinte. Elle dit qu'elle pensait que je dînerais ce soir avec des clients de l'entreprise et que je ne viendrais donc pas. Elle ajouta qu'à la maison, il n'était que 2 et qu'elle avait mesuré exactement 2 petites tasses de riz à grains courts, qu'ils avaient tout mangé. Selon elle, les temps étaient durs et cuisiner en trop pour ensuite jeter la nourriture était un péché terrible. Je serrai fortement la cuillère en plastique dans ma main, luttant de toutes mes forces pour réprimer le feu qui s'allumait dans ma poitrine. Je me tournai vers Didier, espérant une explication ou au moins un minimum d'empathie de la part de mon mari. Je lui demandai d'une voix tremblante pourquoi il ne m'avait même pas appelé ou écrite pour me demander si je viendrais dîner. Didier mit un morceau de viande grasse dans sa bouche et fronça les sourcils avec irritation. Il dit qu'il avait été débordé de travail tout l'après-midi et qu'il n'avait pas eu le temps de vérifier si j'allais manger ou non. De plus, il argua que sa mère venait d'arriver du village, qu'elle était habituée à économiser et calculait tout au millimètre près. Il me reprocha de vouloir faire un scandale pour une misérable assiette de riz et me demanda si je ne voyais pas que sa mère était fatiguée d'être devant les fourneaux à essayer d'économiser. Je laissai échapper un rire sec, économiser au point que la belle-fille rentre du travail à 19h et qu'il n'y ait même pas une assiette de riz froid à la maison, alors que la viande et le bouillon abondent sur la table. Madame Thérèse se frappa la cuisse instantanément, tordant les lèvres dans une moue de supériorité. Elle dit à son fils qu'elle l'avait déjà averti, que les filles de la ville, ces princesses nées dans un berceau d'or, ne comprendraient jamais les souffrances d'une personne âgée, que si l'on cuisine trop, le cœur se brise. Et si l'on cuisine un peu moins, la belle-fille se met en colère pour vous juger. Soudainement, Madame Thérèse se leva, feignant d'être profondément offensée, et dit qu'elle irait me préparer une portion à part pour que je sois contente, mais le regard qu'elle me lança était aiguisé comme une lame. Didier tira immédiatement le bras de sa mère, l'obligeant à se rasseoir, et me fusilla du regard. Il me cria d'arrêter de dépasser les bornes, que sa mère était âgée, qu'elle venait de province et n'avait pas à connaître mes horaires. Il me lança que si j'avais faim, je n'avais qu'à me faire des nouilles instantanées ou descendre au bar du coin pour acheter un bouillon. Il me demanda pourquoi je devais faire une crise de colère et chambarder toute la maison, disant que je gagnais mes 2 sous et que je rentrais à la maison avec une mine dégoûtée pour me défouler sur lui et sur sa mère. En entendant la phrase sur les 2 sous, je sentis un frisson me parcourir le dos.
Les 1500 € que je transférais ponctuellement chaque mois sur le compte joint pour payer l'hypothèque de ce pavillon à 3 étages et les dépenses de base, selon lui, n'étaient pas de l'argent. Mon travail acharné, pour lequel j'avais attrapé une gastrite pour construire notre nid d'amour, n'avait aucune valeur. Je regardais profondément dans les yeux de Didier et l'image de l'homme respectable et intelligent qui avait toujours été fier de son poste de chef des ventes s'effondra soudainement. Devant moi était assis un enfant à sa maman, prêt à piétiner les sentiments de son épouse pour défendre cette économie absurde et malveillante. Je compris que Madame Thérèse ne s'était pas du tout trompée. Elle l'avait fait exprès. Elle voulait s'imposer comme la maîtresse de maison. Elle voulait me prouver que là, à cette table, ma place était au dernier rang. Et à ma plus grande douleur, Didier, l'homme que j'appelais mon époux, avait décidé de lui emboîter le pas pour m'éloigner encore plus. L'assiette en céramique dans ma main devint soudainement insupportablement lourde. Je la posai lentement sur la table. Un bruit sec retentit. Je ne pleurais pas. Les femmes qui ont survécu dans le monde difficile des affaires ne versent pas de larmes pour des mesquineries de peu d'importance. Je retirai le tablier que j'avais mis à la hâte et le suspendis au dossier de la chaise. Je dis lentement, mâchant chaque mot glacé, que je n'oserais pas déranger sa mère pour qu'elle cuisine à nouveau, que l'électricité était très chère et allumer le robot de cuisine juste pour moi serait un gaspillage. Puis je me tournai vers Didier. Je lui souhaitai bon appétit et lui dis que des nouilles rapides ne compensaient pas l'effort que j'avais fourni dans mon travail ce jour-là, donc je m'occuperais moi-même de mon estomac. Ignorant le visage déconcerté de Didier et le sourire de suffisance de Madame Thérèse, je me retournai avec décision, pris mon sac et me dirigeai vers la porte. Je remis mes chaussures, ouvris la serrure et sortis dans la nuit parisienne, où une fine bruine commençait déjà à tomber. Au bout de notre rue, il y avait un restaurant traditionnel ouvert tard, tenu par une dame très aimable d'où émanait toujours un arôme de cuisine maison. Je tirai une chaise et commandai une assiette creuse de ragoût chaud avec du bœuf, des pommes de terre et un bouillon épais. La vapeur du plat montait, brouillant mes yeux ardents. Je pris une gorgée de bouillon intense et un nœud se forma soudainement dans ma gorge. Regardant les voitures passer à toute vitesse dans la rue et les rares couples marchant sous le même parapluie, je me demandais où allait exactement mon mariage. Le dîner de ce soir, sans ma portion, n'avait pas été un simple oubli en calculant le riz. Cela avait été une épreuve, une déclaration de guerre voilée de ma belle-mère et le certificat de décès du respect que mon mari me portait. Je terminai la dernière cuillère de bouillon et me promis que s'ils voulaient utiliser un dîner de famille pour me mettre de côté, je leur montrerais que Valérie ne supplierait jamais personne pour une assiette de riz froid, et encore moins dans la maison que je payais de mon sang et de ma sueur. Tout avait commencé par une assiette vide. Mais dans ce jeu, ce serait moi qui mettrais les cartes sur la table. Le samedi matin, je me réveillai avec la tête lourde. Les conséquences d'une portion nocturne de ragoût épicé au lieu d'un repas léger se manifestèrent aussitôt par une douleur sourde à l'estomac. Je traînai à grand-peine mon corps fatigué hors du lit. Je descendis les escaliers et me dirigeai directement vers la cuisine avec l'intention de me servir un verre d'eau tiède pour prendre une pilule. Sur la plaque à induction fumait une marmite de soupe au poulet. Un léger arôme de viande bien cuite se répandait dans la pièce. Madame Thérèse se tenait à côté, tenant une grande louche métallique et servant la soupe dans les assiettes. En me voyant, elle me lança un regard furtif en silence. Puis elle prit mon assiette préférée. À dessein, elle fit tourner la louche en cercle, écartant tous les morceaux de poulet et de légumes, et ne sortit qu'une demi-louche d'un bouillon liquide et transparent dans lequel flottaient quelques nouilles orphelines. Elle posa l'assiette sur le plan de travail en granit avec un bruit sec. Elle m'ordonna d'un ton autoritaire de manger et ensuite de me dépêcher, car les week-ends je ne travaillais pas, je devais donc m'occuper du nettoyage de la maison et laver les escaliers des 3 étages. Je restai cloué sur place, regardant l'assiette de bouillon à queue qui couvrait à peine le fond, puis je déviai mon regard vers les 2 autres assiettes, remplies à ras-bord d'une soupe épaisse et d'une généreuse quantité de poulet, qui étaient de l'autre côté de la table pour elle et pour Didier. Je dis d'une voix calme que si sa mère me servait cela, je préférais boire de l'eau du robinet, mais mon regard perçait l'absurdité de son action. Madame Thérèse ouvrit les yeux en grand instantanément. Elle jeta la louche dans la marmite et mit les mains sur les hanches. Elle me demanda quel était ce ton, arguant que tout était très cher maintenant et que la bonne viande n'était pas bon marché. Elle dit qu'elle avait dépensé une fortune pour cette marmite de soupe et qu'à moi, en tant que femme, il me convenait de manger moins pour garder la ligne. Elle ajouta que la soupe épaisse serait pour Didier, car il était chef de service et avait besoin de force pour gagner de l'argent et nourrir cette famille. Juste à ce moment-là, Didier descendit du 2e étage,
Il était en train de boutonner la dernière chemise et fronçait les sourcils de dégoût. Il demanda pourquoi nous faisions tant de bruit dès le matin et ne laissions personne dormir. J'acquiesçai du doigt vers le bouillon à queue sur la table. Je lui dis de s'approcher et de regarder, que sa mère m'avait servi cette soupe et je lui demandai si c'était pour une personne ou pour qu'un chat la lèche. Didier s'approcha, jeta un coup d'œil à l'assiette, puis me regarda avec fureur et me cria de remercier d'avoir au moins de la soupe. Il me demanda ce que j'exigeais de plus, disant que sa mère s'était levée à l'aube pour faire un bon bouillon et nous faire plaisir, et que je ne montrais aucune gratitude. Il m'accusa de refaire la princesse et de faire des scandales à cause de la nourriture depuis la veille au soir. Je laissai échapper un sourire amer. Je bougeai brusquement le bras et repoussai l'assiette en céramique sur le côté, la faisant glisser sur la surface de la table. Je lui répondis que c'était lui qui faisait des scandales, qu'il gardait sa soupe pour manger et la force de porter sur ses épaules sa grande famille. Je me retournai, marchai directement vers la chambre et claquai la porte avec force. Ignorant les lamentations, les insultes et le sarcasme de Madame Thérèse derrière moi, je passai toute cette journée enfermé dans mon bureau, plongé jusqu'au cou dans le traitement des rapports de vente de fin de mois. Au coucher du soleil, j'étais épuisé. Je m'adossai à la chaise, m'étirai, machinalement, pris mon téléphone et ouvris l'application de la Banque nationale pour consulter le solde. Mon mari et moi avions un compte joint depuis que nous avions emménagé dans ce pavillon dans le quartier résidentiel de Saint-Germain-en-Laye. La règle inébranlable était que chaque mois, chacun transférait exactement 1 500 € sur ce compte. Sur ces 3 000 €, le reçu de l'hypothèque d'environ 100 € par mois était automatiquement déduit et le reste était destiné au paiement des factures d'électricité, d'eau et de nourriture. Le compte était au nom de Didier, mais j'avais activé les notifications d'opération. Dernièrement, j'avais été très occupé par le lancement d'un nouveau projet. Mon téléphone vibrait continuellement et j'avais désactivé les notifications par erreur. Dès que j'ouvris l'historique des opérations de ce mois-ci, mes yeux restèrent fixés sur l'écran. Les chiffres rouges des débits me blessèrent la vue. Le 5, un virement de 400 € libellé, argent pour les dépenses de maman. Le 10, virement de 300 € libellé, vitamines pour maman. Le 12, retrait d'espèces au distributeur de 200 €. Le 15, virement de 400 € libellé, argent de poche pour maman. Tous les virements étaient destinés au compte bancaire d'une certaine Thérèse. En seulement un demi-mois, 1 300 € avaient disparu du compte joint, tout l'argent pour les dépenses de la maison pour lequel je me cassais le dos. Il avait été retiré unilatéralement par Didier et transféré directement dans la poche de sa mère sous prétexte d'aide financière. Aide financière de 1 300 € en 2 semaines. Alors que je devais manger des restes de la veille et regarder un demi-plat de bouillon transparent le matin, la colère éclata en moi avec une fureur pareille à un feu auquel on a jeté de l'essence. Je pris la tablette, la serrant si fort que mes phalanges blanchirent, et descendis au salon à grands pas rapides. Didier était confortablement affalé. Les pieds sur la table basse, regardant le football et mangeant des raisins importés. Madame Thérèse était dans la cuisine, coupant des fruits. Je lançai la tablette avec force sur la table en verre, juste devant Didier. Le coup sec le fit sursauter. Il me reprocha mon attitude, me demandant quelle folie je faisais et m'avertissant que j'allais casser l'écran tout en retirant ses pieds à la hâte. Je croisai les bras, me redressai et parlai entre mes dents. Je lui dis d'ouvrir grand les yeux et de regarder attentivement ce relevé bancaire, lui demandant depuis quand notre compte familial joint était devenu le distributeur automatique personnel de sa mère. Didier jeta un coup d'œil à l'écran. Son visage se tendit une seconde, mais il enfila immédiatement un masque de calme et répondit avec indifférence que ce n'était rien. Il expliqua que sa mère était venue du village et s'était occupée des tâches ménagères et de la cuisine, il lui avait donc transféré de l'argent pour qu'elle gère elle-même les achats. Il me demanda ce qu'il y avait de mal à cela, ajoutant qu'elle était âgée et qu'il lui donnait parfois quelques euros pour des vitamines et des vêtements. Il me reprocha d'être, en tant que belle-fille, si mesquine de compter chaque centime à ma belle-mère. Je touchai l'écran avec le relevé bancaire du doigt et lui répondis que ce n'était pas de la mesquinerie. Je lui précisai que si elle voulait donner de l'argent à sa mère, je ne lui avais jamais interdit, mais qu'il utilisât son propre salaire personnel. Je lui rappelai que j'apportais 1 500 € et lui 1 500 € pour l'hypothèque et la vie commune, je lui reprochai de prendre l'argent des deux et de transférer 1 300 € à sa mère en seulement un demi-mois pour que sa mère me mette ensuite des assiettes vides sur la table et me serve une demi-louche de bouillon. Je conclus en disant qu'apparemment, les 1 300 € de dépenses ne suffisaient que pour un traitement si misérable.
En entendant la forte dispute, Madame Thérèse lâcha le couteau et courut vers le salon. Elle demanda ce qui se passait et si j'étais revenu à mes habitudes d'humilier son fils. Elle s'approcha en courant, se plaça devant Didier pour le protéger et me pointa du doigt au visage. Didier se leva à toute vitesse pour calmer sa mère, lui disant que ce n'était rien, que je ne faisais que lui reprocher les 2 sous qu'il lui avait donnés et qu'elle ne devait pas m'écouter. En entendant cela, Madame Thérèse s'effondra lourdement sur le canapé. Elle commença à se frapper les genoux et à se lamenter à grands cris dans toute la maison. Elle s'exclama à Dieu qu'elle l'avait élevé. Elle lui avait payé ses études jusqu'à en faire un chef des ventes et un homme respectable. Et maintenant qu'il donnait quelques pièces à sa vieille mère, la belle-fille l'interrogeait et le torturait comme un criminel. Elle me cria que si j'étais si maligne, je n'avais qu'à prendre mon argent et l'emporter dans la tombe. L'impudence de ce couple et leur performance si coordonnée me donnaient la nausée. Je n'avais aucune envie de discuter. Je regardais directement dans les yeux de Didier. Mon regard était aiguisé et implacable lorsque je dictais mon verdict final. Je dis que c'était bon, que si sa mère parlait ainsi et que lui aussi considérait que voler de l'argent commun et tromper sa femme était normal, à partir de ce mois-ci, je déclarais officiellement que je cessais de verser mes 1500 € sur le compte joint. Didier ouvrit les yeux en grand. Son visage devint rouge et il cria, me demandant si j'étais folle, qui allait payer les 100 € de l'hypothèque. Il me demanda si je voulais que la banque nous saisisse la maison pour non-paiement ou si j'espérais qu'il assume tout seul. Je souris froidement. Je lui expliquai que mes 750 € de la mensualité du prêt bancaire, ma part de responsabilité, je les verserais personnellement à la caisse de la banque et les autres 750 € seraient à sa charge. La maison était au nom des 2 et la dette était divisée de moitié. Quant aux frais de nourriture, à partir de demain, chacun se débrouillerait seul et cuisinerait séparément. J'assurais que je ne permettrais plus jamais que l'argent gagné de ma sueur et de mon sang tombe dans des poches étrangères d'une manière aussi absurde et douteuse. Cela dit, je me retournai avec décision et montai les escaliers, laissant derrière moi Didier, qui criait et frappait les meubles de ses poings, et les insultes stridentes de Madame Thérèse. La goutte d'eau avait fait déborder le vase et je savais que ma patience avait atteint ses limites. Le lundi après-midi, après avoir terminé une réunion à l'entreprise pharmaceutique, je ne rentrai pas directement chez moi. Comme toujours, la déclaration que j'avais faite samedi soir n'était pas une menace en l'air. Je tenais toujours ma parole. Je fis un détour par un grand centre commercial à Vélizy 2. Je choisis personnellement un petit robot de cuisine multifonction, une poêle moyenne et un paquet de 5 kg de riz de qualité supérieure. Lorsque j'ouvris la serrure et entrai dans la maison chargée de lourdes courses, l'horloge marquait exactement 19 heures. De la cuisine, arrivait une odeur dense d'oignons frits et d'un épais ragoût de bœuf au vin rouge. Sous la lumière vive des lampes, Madame Thérèse déplaçait à grand-peine la lourde marmite de la plaque à induction à la table à manger. En me voyant entrer avec un tas de courses, elle resta paralysée. Son regard scrutateur passa de la boîte en carton du robot de cuisine au paquet de riz dans mes mains. Je passai devant elle sans dire un seul mot. Je posai les courses avec un bruit sur une partie libre du plan de travail en granit à côté de l'évier. Je pris des ciseaux, coupai les étiquettes, pris une éponge, lavai soigneusement le nouveau récipient, puis lavé le riz et branché l'appareil. Tous mes mouvements étaient précis et synchronisés, comme si je n'étais que moi dans cette cuisine. Madame Thérèse resta clouée sur place, m'observant un moment, puis elle ne put contenir son irritation. Elle jeta avec force la louche de soupe sur la table et, relevant le menton, me demanda quel théâtre j'étais en train de monter et si j'avais décidé d'ouvrir une cuisine séparée dans cette maison. Je continuai imperturbable à couper le morceau de bœuf que j'avais acheté. Je couvris la poêle et répondis d'une voix froide mais claire. Je lui rappelai qu'hier j'avais tout mis au clair. Je lui dis qu'à partir de maintenant, chacun avait son argent et sa nourriture. J'ajoutai que je ne voulais pas qu'on me traite de mademoiselle de la ville qui torture les personnes âgées et que je ne voulais plus manger de bouillon à queue ni racler les restes du fond. Je leur indiquai qu'ils pouvaient cuisiner pour elle et pour Didier, que la cuisine était grande et que je cuisinerais dans mon coin sans déranger personne. Le visage de Madame Thérèse devint rouge instantanément. Elle me pointa du doigt au visage. Sa voix devint stridente et hachée. Elle m'accusa d'être une hypocrite et m'exigea d'arrêter d'être malpolie, affirmant que je faisais cela pour humilier une femme âgée et pour donner une leçon à mon mari. Elle cria que nous vivions sous le même toit en tant que mari et femme, mais que nous divisions la cuisine en deux. Elle me demanda si je voulais que les voisins nous regardent et se moquent de notre famille.
Je répondis qu'ils ne riraient que s'ils apprenaient que la belle-fille apportait 1500 € au compte commun et qu'on les lui volait en douce et que quand elle rentrait du travail en fin de journée, elle n'avait même pas un quignon de pain à se mettre sous la dent. J'allumai le feu, mis de l'huile dans la poêle et répondis tranquillement. Juste à ce moment-là, Didier descendit du 2e étage. En entendant les cris de sa mère, il fit irruption dans la cuisine, le visage défiguré par la colère. Il me demanda quels étaient ses nouveaux tours, disant que sa mère cuisinait et servait toute la famille, et que j'avais apporté ce tas de ferraille pour encombrer toute la cuisine. Je ne regardais même pas Didier et continuais à remuer la viande dans la poêle à un rythme régulier. Je répondis que ferraille ou pas. Je l'avais acheté avec mon argent personnel. Je lui rappelai qu'il m'avait dit d'aller manger de la soupe dans la rue, mais que moi j'aimais cuisiner à la maison proprement. Je lui confirmai que j'étais sorti du budget commun et que pour la nourriture, je dépensais le mien, donc il n'avait pas à s'inquiéter. En voyant apparaître son fils, Madame Thérèse sembla trouver une mine d'or et son attitude changea instantanément. De mégère agressive, elle devint une pauvre victime. Son visage se froissa. Ses mains commencèrent à jouer avec le bord de sa veste et elle versa quelques larmes de crocodile. Elle supplia Didier de regarder comment sa femme méprisait une vieille mère du village et était dégoûtée de sa nourriture. Elle se plaignit en disant que comme j'affirmais qu'elle ne mettait pas assez de riz, je devais apporter mes propres ustensiles et cuisiner séparément. Elle pleura, assurant qu'elle n'était là que pour me gêner à la vue et lui demanda de lui acheter un billet de bus le lendemain pour rentrer chez elle, car vivre ainsi était une humiliation continue pour elle. En entendant les pleurs de sa mère, Didier sentit le sang lui monter à la tête. Il fit un pas en avant et fit le geste d'arracher le câble de mon robot de cuisine de la prise. Il me cria que je dépassais les bornes et me demanda jusqu'où je voulais pousser sa mère. Il m'ordonna d'enlever cette marmite immédiatement. Je lui repoussai la main d'un coup et fis un pas en arrière. Mon regard aiguisé se ficha dans ce mari au caractère faible. Je l'avertis de ne même pas oser toucher à mes affaires, que je travaillais et gagnais de l'argent et que la moitié de cette maison m'appartenait. J'affirmai que j'avais le droit d'utiliser la cuisine comme je voulais et qu'il n'avait aucun droit de me l'interdire. Ma fermeté laissa Didier déconcerté et sa main resta figée en l'air. Se rendant compte que son fils était en train de perdre la bataille, Madame Thérèse se mordit les lèvres soudainement. Une lueur maligne apparut dans ses yeux. Elle se tourna brusquement vers la table à manger. Elle saisit à 2 mains un grand plat de ragoût de bœuf au vin rouge fraîchement servi, dont s'échappait une épaisse vapeur alors que le liquide bouillait encore légèrement. Au lieu de contourner le plan de travail et de poser le plat sur la table, elle se faufila directement vers moi par l'étroit espace de moins d'un demi-mètre entre l'évier et la plaque à induction. Elle grogna de me pousser, que j'étais planté comme une statue bloquant le passage. Je me serrai à la hâte contre le bord de l'évier pour la laisser passer, mais dès qu'elle fut à ma hauteur, les pointes des pantoufles de Madame Thérèse s'accrochèrent l'une à l'autre. À dessein, elle tituba, se pencha d'un côté et hurla une insulte à voix haute. Ses mains, qui tenaient le plat du ragoût brûlant, se précipitèrent brusquement vers l'avant. Une portion du ragoût bouillant, avec la graisse de la viande, me tomba directement sur le dos de ma main gauche et l'avant-bras. Je lâchai un cri de douleur insupportable. La sensation de brûlure se répandit instantanément dans mon bras. Il me semblait que des milliers d'aiguilles me transperçaient la peau. Le plat en porcelaine tomba avec fracas sur le sol carrelé et se brisa en 1000 morceaux. Le liquide chaud et sombre et les morceaux de viande volèrent partout sur le sol de la cuisine. Je saisis ma main gauche sur laquelle apparut une énorme tache rouge et me mordis la lèvre jusqu'au sang pour ne pas éclater en sanglots de la douleur lancinante. Les larmes montèrent seules à mes yeux. Je tendis rapidement la main vers le robinet au-dessus de l'évier. J'ouvris l'eau et mis ma main brûlée directement sous le jet d'eau glacée. Pendant que je supportais la douleur qui me transperçait les os en serrant les dents, derrière moi se déroulait la pièce de théâtre la plus absurde et la plus cruelle que j'ai jamais vue de ma vie. Madame Thérèse s'effondra au sol, s'agrippa au bord de l'armoire de cuisine et commença à vociférer en demandant de l'aide. Elle criait quelle douleur, m'accusant d'être plantée en chemin comme une statue et d'avoir fait qu'elle trébuche, tombe et casse le plat de ragoût. Se plaignant de son dos, Didier ne regarda même pas dans ma direction une seconde. Il se précipita, paniqué, vers sa mère. Il s'agenouilla maladroitement pour l'aider à se relever, secouant les gouttes de bouillon qui lui étaient tombées sur le pantalon et se lamentant angoissé pour voir si elle allait bien et ne s'était pas brûlée. Puis, il tourna brusquement la tête et me fixa du regard pendant que je tremblais sous le jet d'eau. Les yeux injectés de sang, il me cria, me demandant si j'étais aveugle et n'avais pas vu que sa mère portait de la nourriture brûlante,
m'accusant de lui avoir bloqué le passage et de l'avoir poussé exprès pour tenter de la tuer. Le son de l'eau qui coule se mêlait aux cris de Didier qui résonnaient dans mes oreilles. L'eau froide du robinet ne parvenait pas à calmer la brûlure de ma peau, mais elle semblait couler directement vers mon cœur, congelant tous mes sentiments. Je fermai le robinet lentement. Sur le dos de ma main gauche commençaient déjà à apparaître des cloques rouges et douloureuses. Je séchai ma main avec une serviette propre, me retournai et fixai mon regard sur ce couple mère-fils. Madame Thérèse continuait à se masser faussement les lombaires, me regardant à la dérobée entre ses doigts. Et Didier, le mari avec qui j'avais partagé mon lit pendant 3 ans. L'homme qui avait juré autrefois de me protéger de toute tempête. Maintenant, il déployait ses ailes pour protéger sa mère de ma supposée cruauté, ignorant complètement que la main de son épouse s'était remplie de cloques sanglantes à cause de l'eau bouillante. Je n'essayais pas d'expliquer quoi que ce soit ni de discuter. À ce moment-là, tout mot était superflu. Mon silence n'était pas sa mission, mais l'expression du mépris le plus absolu. Un homme qui pouvait fermer les yeux sur la blessure évidente de sa femme juste pour suivre le jeu du théâtre bon marché de sa mère. Il n'avait plus aucune valeur pour moi pour que je ressente de la peine pour lui. Je pris une serviette en papier en silence. Je séchai les larmes du coin de mes yeux. Je laissai le dîner à moitié fait. Je laissai la cuisine en désordre et me retournai pour monter les escaliers. Cette nuit-là, assise seule dans la chambre, la porte fermée à clé, je pris une aiguille stérilisée, perçai soigneusement les cloques, appliquai une épaisse couche de pommade bépantant pour les brûlures et bandai ma main avec des compresses moi-même. La blessure superficielle pulsait de douleur, mais au fond de mon âme, j'étais plus lucide et rationnel que jamais. La froideur de l'homme avec qui je partageais ma vie m'avait donné une leçon très chère. Quand on n'a personne sur qui compter, il faut se préparer ses propres échappatoires. Et mon échappatoire commença par la collecte de toutes les preuves. Le mercredi soir, exactement 2 jours après l'incident près de l'évier, ma main gauche restait enveloppée d'un bandage blanc, répondant de temps en temps par une douleur sourde à chaque mouvement. À 20h, juste au moment où je m'asseyais au bureau avec l'intention d'ouvrir mon ordinateur portable et de terminer quelques rapports de vente, j'entendis du bruit en bas. Une voix de femme stridente s'entremêlait à un grave masculin profond, brisant le silence du pavillon à 3 étages. J'ouvris la porte et descendis lentement les escaliers. En arrivant au palier du 2e étage, je regardai en bas, vers le salon. Devant moi se déroulait une scène qui rappelait une session de tribunal familial. Au centre de la pièce, sur le canapé en cuir, était assise Madame Thérèse, les jambes croisées, s'essuyant le coin des yeux avec un mouchoir en tissu avec une tristesse feinte. À ses côtés se trouvaient tante Rose, sœur de sang de Thérèse, et oncle Paul, son frère cadet, qui étaient visiblement arrivés à toute vitesse de leur village du Périgord après un appel hystérique de leur sœur. Didier était assis, recroquevillé dans un fauteuil, la tête baissée, jetant des regards de temps en temps avec un air de victime résignée. En me voyant apparaître, Madame Thérèse, comme si elle s'accrochait à une bouée de sauvetage, commença à hurler immédiatement. Elle demanda de regarder comment, en voyant qu'il y avait des visiteurs âgés à la maison, je gardais un visage de pierre et ne daignais même pas saluer. Elle implora l'aide de tante Rose et d'oncle Paul, alléguant qu'elle subissait des humiliations insupportables dans cette maison et que j'avais essayé de l'agresser avec de l'eau bouillante pour la tuer sur le champ. Tante Rose frappa fortement sur la table en verre. Elle me fixa du regard et me cria, me demandant quel genre de belle-fille j'étais. Elle dit que ma belle-mère avait fait un long voyage depuis le village pour nous rendre visite et que non seulement je ne lui donnais ni à manger ni à boire, ni ne montrais de respect, mais que je faisais la marquise en exigeant de manger séparément. Elle assura que Thérèse l'avait appelée la veille en pleurant toutes les larmes de son corps pour lui dire que je lui avais jeté dessus toute une marmite de ragoût bouillant. Elle me reprocha, étant une fille instruite et chef d'entreprise, de me comporter comme une gamine des rues. Oncle Paul la seconda en me pointant du doigt d'un doigt épais. Il me dit franchement que notre famille n'avait pas eu de chance avec une belle fille comme moi. Il affirma que leur Didier était un brave homme et que j'avais décidé de le manipuler. Il reconnut que je gagnais de l'argent, mais m'accusa d'être avare jusqu'à la folie. Il dit que ma belle-mère m'avait demandé 2 sous pour aller au marché et que je lui répondais mal et faisais des scandales. Il me menaça que si je ne m'agenouillais pas le jour même pour demander pardon à Thérèse, il me déchirerait en morceaux. En réalité, à ce moment-là, la situation me semblait simplement ridicule. Je rapprochai un tabouret tranquillement et m'assis devant ce tribunal. Le léger sourire de suffisance sur mes lèvres fit taire tante Rose et oncle Paul, déconcertés.
Je posai lentement sur la table une chemise transparente avec des documents que j'avais apportés du bureau et parlais d'une voix claire. Je saluai tante Rose et oncle Paul. Remerciant le long voyage qu'ils avaient fait des provinces au milieu de la nuit, je leur demandai qu'avant de me déchirer en morceaux ou de m'accuser de gamine des rues, ils me permettent de présenter quelques éléments pour mettre les points sur les i. Madame Thérèse demanda quelles excuses j'allais inventer maintenant et se pencha en avant avec l'intention de m'arracher la chemise. Je lui écartai brusquement la main, sortis un paquet d'impressions couleurs et les poussai vers tante Rose et oncle Paul. Je leur demandai de regarder attentivement ce que c'était. C'était le dîner de vendredi dernier, le 3e jour du séjour de sa mère à Paris. J'expliquai que j'étais rentré du travail à 19h et que le dîner était splendidement servi, mais je les invitais à compter combien d'assiettes et de couverts il y avait sur la table. Tante Rose fronça les sourcils en louchant sur la photo imprimée du dîner, murmura qu'il y avait 2 assiettes et demanda ce qui se passait, suggérant que j'étais peut-être arrivé en retard et que les gens affamés avaient mangé les premiers. Je lui donnai raison en disant que oui. Ils avaient mangé les premiers, mais il ne restait rien dans le robot de cuisine et que Madame Thérèse avait déclaré solennellement qu'elle avait mesuré exactement 2 petites tasses de riz parce qu'elle avait peur que je ne le finisse pas et qu'il devrait jeter la nourriture. Je racontai que j'étais resté affamé et que j'avais été obligé d'aller au bout de la rue pour manger un ragoût au restaurant. J'ajoutai que le lendemain matin, l'assiette de bouillon que Madame Thérèse m'avait servie s'était avérée être une demi-louche d'eau transparente. Je leur demandai quelle belle-mère qui aime sa belle-fille prépare la table en la laissant sans assiette. Tante Rose et oncle Paul se regardèrent troublés. Madame Thérèse commença à bégayer. Son visage devint rouge et elle s'excusa en disant qu'au village, elle était habituée à économiser et s'était un peu trompée avec le riz, me reprochant de garder tant de rancune. Je souris ironiquement, sortis la 2e feuille de papier et la frappai avec force sur la table basse. Je dis que si elle s'était trompée, alors cela aussi serait une erreur. Je leur montrai le relevé bancaire du compte joint de notre famille. Je leur demandai d'observer comment chaque mois, je virais 1500 € et Didier virait 1500 € pour payer ensemble l'hypothèque du pavillon et les dépenses de la maison, mais je soulignais que rien que sur le dernier demi-mois, 1300 € s'étaient évaporés. Allant directement sur le compte de Madame Thérèse. Les libellés indiquaient des aides et de l'argent de poche. Oncle Paul prit le relevé à la hâte. Il ouvrit de grands yeux en voyant les lignes des virements que j'avais surlignés avec un marqueur jaune vif. Je me levai brusquement et pointai du doigt Didier. Ma voix était aiguisée comme un couteau. J'exigeais de Didier qu'il ouvre la bouche et dise au moins un mot. Je lui reprochai d'avoir pris 1300 € de notre argent commun, de les avoir donnés à sa mère, et que sa mère mette ensuite la table sans assiette pour moi et me serve de l'eau au lieu de la soupe. Et j'ajoutai que lorsque l'argent gagné de mon sang et de ma sueur me fit mal et que j'achetais un petit robot de cuisine avec mon propre argent pour cuisiner pour moi, sa mère avait fait une crise d'hystérie. M'avait traité de malpoli et ensuite avait trébuché exprès pour me jeter un plat de ragoût bouillant directement sur le bras. Je levai très haut mon bras gauche, bandé de blanc, devant les visages de tous les présents. Je leur demandai de regarder attentivement la brûlure pour voir qui avait jeté quoi à qui. Je leur expliquai que le plat de ragoût était dans les mains de Madame Thérèse, qu'elle me l'avait jeté exprès pour ensuite tomber en se faisant passer pour une victime. Je leur demandai qui s'était agressé là, si c'était moi ou elle, et je leur offris de retirer mon bandage pour qu'ils voient comment ma peau s'était décollée et que ma chair était à vif. Dans le grand salon, un silence sépulcral s'installa soudainement. Même la respiration devint lourde. Tante Rose et oncle Paul n'avaient initialement écouté que les plaintes unilatérales de Madame Thérèse. Ils étaient fermement convaincus que j'étais une enfant de la ville qui avait profité de son mari. Qui aurait pensé que les preuves seraient si évidentes? Photographies et relevés bancaires contre lesquels on ne pouvait discuter. Oncle Paul, déconcerté, se tourna vers Didier et lui demanda ce que tout cela signifiait. Il demanda si c'était vrai que sa mère avait jeté de l'eau bouillante sur sa femme et pourquoi. Si l'argent était partagé, sa mère l'avait tout pris. Didier commença à suer froid. Le masque de chef respectable s'effondra d'un coup. Il se saisit les cheveux des mains. Son visage devint rouge de honte devant ses proches. Il balbutia que Valérie l'avait mal compris, qu'il avait eu pitié de sa mère parce qu'elle venait du village et avait décidé de l'aider un peu, mais qu'il n'avait pas eu le temps d'en parler à sa femme. Quant à la brûlure, il suggéra que sa mère avait sûrement simplement glissé et était tombée. Didier murmurait des excuses absurdes, n'osant pas me regarder dans les yeux. Je répétais ces mots sur le fait que je l'avais mal compris et lâchai un rire sonore. Mon rire froid résonna dans toute la maison.
Je dis que 50 € pouvaient être un malentendu, mais 1300 € étaient un vol. Un vol de confiance et un vol de l'argent gagné par le dur travail d'une épouse qui se donnait du mal à ses côtés pour payer les dettes. Madame Thérèse ne put plus continuer à se faire passer pour une victime et à crier. Son visage devint d'un gris cendré. Elle baissa la tête, évitant les regards pleins de doutes et de déception de sa propre sœur et de son frère. Je ramassai les papiers, les rangeai soigneusement dans la chemise, puis regardai directement Didier et lui lançai un ultimatum d'acier et inflexible. Je lui annonçai qu'aujourd'hui, en présence de ses proches, je lui donnais 2 options. La première, dans un délai de 3 jours, il devait rendre tous les 1300 € sur le compte commun et la mensualité de l'hypothèque de ce mois-ci serait entièrement à sa charge. La seconde, nous irions au tribunal, vendrions la maison et nous partagerions l'argent de moitié. J'affirmai que je n'accepterais jamais de vivre avec un lâche et une belle-mère qui n'attendait que le moment de me soutirer de l'argent, pour ensuite diffamer et estropier sa belle-fille. Cela dit, je ne restais pas attendre la réaction de qui que ce soit. Je me retournai avec décision et montai les escaliers d'un pas tranquille, laissant derrière moi le silence étouffant de 4 personnes transformées en pierre. Cette nuit-là, je portai personnellement un coup dévastateur, exposant au grand jour l'hypocrisie de cette famille. Lundi matin de la semaine suivante. 3 jours s'étaient écoulés exactement depuis cette humiliante nuit du tribunal familial. Le pavillon à 3 étages de Saint-Germain-en-Laye restait plongé dans une atmosphère tendue et étouffante. Depuis ce jour, Didier et moi n'avions pas échangé un mot. Il partait de mauvaise humeur tôt le matin et rentrait tard le soir, évitant délibérément mon regard. Quant à Madame Thérèse, elle semblait avoir baissé d'un ton, mais en revanche, elle laissait échapper de longs soupirs exagérés chaque fois que je passais dans le salon. Il était évident que Didier n'avait pas assez de conscience pour rassembler et rendre les 1300 € sur le compte commun, comme l'exigeait mon ultimatum. Ce n'était rien. J'étais déjà préparé mentalement et j'avais réuni les documents nécessaires pour déposer la demande de divorce. À 10 h du matin, j'étais plongé dans la formation d'un nouvel employé sur l'élaboration de rapports de marché pour les médicaments cardiovasculaires, lorsque Charles, un collègue très proche du département des ventes, ouvrit la porte de la salle de réunion, paniqué. Il respirait difficilement et l'effroi était évident sur son visage. Il me dit de descendre d'urgence à la réception car une femme âgée se disant ma belle-mère était en train de faire un scandale monumental. Je fronçai légèrement les sourcils. Le stylo dans ma main resta figé en l'air. Ma main gauche, où sous le bandage blanc se cachaient les cloques de la brûlure, me tira à cause de la douleur lancinante. Je demandai tranquillement ce qu'elle faisait là, rangeant à toute vitesse le rapport sur l'écran de l'ordinateur. Charles m'exhorta en disant qu'elle avait apporté un thermos, qu'elle harcelait les filles de la réception en demandant mon salaire et qu'elle criait à plein poumon dans le hall devant les clients qui attendaient leur tour. Elle affirmait que je menais une vie immorale et que, sous prétexte de réunion, je couchais avec des inconnus. Il me supplia de descendre pour régler sa vide car la sécurité allait déjà la mettre à la porte. La colère me monta à la gorge, mais je m'obligeai à respirer profondément pour garder la tête froide. Je pris ma veste, l'enfilai sur mes épaules et me dirigeai vers l'ascenseur d'un pas long et décidé. Dès que je sortis de l'ascenseur au rez-de-chaussée, j'entendis la voix stridente caractéristique de Madame Thérèse résonner dans toute la luxueuse zone d'attente de l'entreprise pharmaceutique. Elle portait un tailleur de soie brillante couleur cerise. Elle tenait un thermos métallique dans les mains et avait acculé au comptoir une jeune réceptionniste. Elle criait à la jeune fille que, comme elle travaillait là, elle savait sûrement combien sa belle-fille Valérie gagnait par mois. Elle disait avoir entendu des rumeurs selon lesquelles j'étais une grande chef ici et que je gagnais des milliers d'euros. Alors qu'à la maison, je cachais l'argent à mon mari, je lésinais sur chaque centime et obligeais ma vieille mère à me servir, et ce n'était pas tout, que ce même matin, elle m'avait vu partir travailler avec une jupe très courte et que parfois je montais dans la voiture d'hommes inconnus. Elle demanda à mes collègues de me surveiller pour que je ne déshonore pas toute l'entreprise et qu'ils ne disent pas ensuite que sa famille ne savait pas éduquer une belle-fille. Plusieurs clients et partenaires assis sur les canapés en train de prendre un café la regardaient, les sourcils froncés, avec un mélange de déconcertation et de curiosité. La réceptionniste était dépassée et avait le visage rouge comme une tomate. Elle s'excusait en disant que la confidentialité des revenus et de la vie privée des employés était la politique de l'entreprise et qu'elle ne pouvait pas lui donner cette information. Elle la suppliait de garder le silence car c'était une zone de travail. Je demandai à Madame Thérèse à voix haute quel théâtre bon marché elle avait monté dans mon entreprise. Ma voix sonna claire, pas trop forte, mais avec suffisamment de poids pour faire taire son cri instantanément.
Le son de mes talons sur le sol de granit résonna dans le silence. Quand je m'approchai, Madame Thérèse sursauta et se retourna. Son regard croisa mes yeux de glace et elle détourna les yeux aussitôt, mais elle changea de masque aussi vite qu'on retourne une omelette. Ignorant à dessein ma colère, elle se jeta sur moi, serrant le thermos métallique contre sa poitrine des deux mains et me lança un faux sourire, s'exclamant mon nom comme si elle était contente de me voir. Disant qu'elle avait pensé que je travaillais si dur et qu'en plus la brûlure de ma main gauche n'était pas encore guérie, ce qui lui brisait le cœur. Elle assura qu'elle était allée au marché exprès, avait acheté les ingrédients et m'avait préparé un bon bouillon de poulet bien chaud pour que je reprenne des forces. Elle ajouta de voir combien sa mère m'aimait alors que je continuais à être en colère contre elle. Cela dit, elle leva le thermos exprès pour que tous les présents voient son immense amour maternel. Je restai les bras croisés, sans la moindre intention de tendre la main pour le thermos. Je me contentais de regarder froidement directement les yeux fuyants de cette femme avide. Je lui demandai si elle m'avait apporté le bouillon pour me donner des forces ou si elle s'était traînée jusqu'à mon travail pour soutirer ce que je gagnais, dans l'espoir de continuer à me soutirer de l'argent. Ou si elle avait décidé d'utiliser ces diffamations bon marché pour m'obliger à céder et à pardonner la dette de 1300 € qu'elle et son fils avaient volée sur le compte joint. Mes mots tombèrent comme une douche froide sur Madame Thérèse. Son expression feinte se figea. Dans la foule qui nous entourait, des murmures commencèrent. Elle recula en trébuchant, m'accusant de la calomnier, rappelant qu'elle était plus âgée que moi et qu'elle s'était dérangée pour m'apporter de la nourriture. Et se demandant comment j'osais lui jeter des ordures. Ses mains tremblaient alors qu'elle serrait le thermos. Je souris sarcastiquement. Je sortis mon téléphone portable de la poche de ma veste de la main droite. Je déverrouillai l'écran et composai le numéro de Didier. Je mis le haut-parleur et levai le téléphone à hauteur de mon visage pour que Madame Thérèse et tous ceux qui étaient proches puissent l'entendre clairement. De l'autre côté de la ligne, 2 tonalités sonnèrent et on décrocha. La voix endormie et irritée de Didier résonna dans le silence, demandant pourquoi j'appelais à ces heures-là alors qu'il était en réunion avec un client. Je parlais lentement, enfonçant chaque mot comme un clou. Je dis à Didier que je me fichais de l'endroit où il était fourré. Je lui donnai exactement 20 minutes pour se présenter dans le hall de mon entreprise pharmaceutique et emmener sa mère. Je lui racontai qu'elle était venue avec un thermos de bouillon. Elle avait fait un scandale. Elle m'avait diffamé en m'accusant de coucher avec des hommes inconnus et avait interrogé la réceptionniste sur mon salaire. La voix de Didier se brisa en demandant si sa mère était dans mon entreprise. Il y avait une panique extrême dans son ton. Je lui confirmai que oui et lui dis d'écouter attentivement, que le délai de 3 jours était expiré et qu'il n'avait pas rendu un seul euro des 1300 €. Je l'avertis que si en 20 minutes il ne se traînait pas jusqu'ici pour emmener sa mère, je demanderais à la sécurité de la mettre à la porte à coups de pied pour trouble à l'ordre public dans une enceinte d'entreprise et qu'en même temps. Je déposerai ce même matin la demande de divorce avec toutes les preuves et les relevés bancaires au tribunal de grande instance de Saint-Germain-en-Laye. Je lui demandai s'il m'avait comprise. Sans attendre la réponse de Didier, j'appuyai avec force sur le bouton de raccrochage. À ce moment-là, le visage de Madame Thérèse était devenu cendré. Elle ne s'attendait pas à ce que je sois si dur et décidé au point d'oser menacer de divorce à la vue de tous. Elle resta clouée sur place. Le thermos avec le bouillon tremblait dans ses mains d'un léger tremblement. Elle siffla faiblement, essayant de conserver les dernières bribes de dignité. M'accusant de menacer de divorce pour garder le pavillon à 3 étages que son fils avait acheté. Je fis un pas en avant et me penchai vers son oreille. Ma voix devint grave et glaciale. Je lui précisai que cette maison était au nom des deux et que les dettes étaient divisées de moitié. Sang et sueur de moitié, mais je lui jurai que si elle osait revenir dans mon entreprise et faire un scandale, je la laisserais, elle et son fils, dans la rue les mains vides. Je lui dis qu'elle avait dépassé les limites. Exactement 18 minutes plus tard, Didier freina brusquement sa voiture devant les portes vitrées de l'entreprise. Il portait un pantalon de survêtement de maison et un t-shirt froissé. Il était trempé de sueur et sans une goutte de sang au visage. Il entra dans le hall paniqué. Il saisit à la hâte le bras de Madame Thérèse, qui était recroquevillée sur un canapé. Il grogna entre ses dents, n'osant pas lever les yeux vers les présents, lui demandant quel cirque elle avait monté là, et lui ordonnant de rentrer immédiatement à la maison. Madame Thérèse se leva à la hâte. Elle s'accrocha au bras de son fils sans oser dire un mot de protestation. J'étais sur le seuil. Les bras croisés, regardant les silhouettes de la mère et du fils s'éloigner,
Avant que Didier ne parvienne à faire monter sa mère dans la voiture, je lui lançai une dernière et clair avertissement. Je lui dis que s'il avait un cerveau, qu'il tienne sa mère en laisse, que le travail était ma zone interdite et que je couperais les mains à quiconque y toucherait. Mon mari, au caractère faible, se recroquevilla légèrement. Il acquiesça désespérément, démarra le moteur à toute vitesse et disparut dans le dense trafic des voitures de Paris, emportant avec lui l'ombre sombre qui avait presque plané sur ma carrière. Mais je ne me doutais absolument pas que cette soumission pathétique de Didier ce jour-là n'était que le prélude d'un complot bien plus cruel et ignoble qui m'attendait. Mardi matin, le ciel de Paris était gris. Une froide bruine automnale tombait. J'entrai dans le hall de l'entreprise avec un verre de café noir à la main, essayant de me réveiller après une nuit épuisante. Ma main gauche sous le bandage continuait de palpiter de douleur, me rappelant la cruelle réalité de mon mariage pourri. À peine avais-je franchi les portes vitrées, que je remarquai que les regards que me lançaient certains collègues étaient fuyants, différents de d'habitude. Charles, le collègue de mon département, passa à côté de moi dans le couloir et me chuchota d'une voix inquiète de faire attention, qu'il semblait s'être passé quelque chose de grave car le directeur, Robert, était arrivé le matin avec une mine plus sombre qu'un ciel orageux. Avant que je ne puisse comprendre ce qui se passait, le téléphone interne de mon bureau sonna. À l'autre bout du fil, il y avait Laure. La chef des ressources humaines me demanda d'une voix froide et sans émotion de me rendre immédiatement à la salle de réunion numéro 2, que Robert et elle m'attendaient là. Un mauvais pressentiment me traversa l'esprit. Je fermai rapidement mon carnet de notes, respirai profondément et me dirigeai vers la salle de réunion aux vitres dépolies au bout du couloir. En ouvrant la porte, je vis Robert, le directeur commercial, assis les bras croisés. Son visage reflétait une tension extrême. Laure était assise en face et avait un ordinateur portable ouvert devant elle. Je saluai et m'assis, le dos droit. Robert laissa échapper un lourd soupir et tourna l'écran de l'ordinateur portable vers moi. Il dit qu'il avait toujours beaucoup apprécié mes capacités et mon dévouement pendant ces 5 ans, mais que ma vie personnelle commençait à nuire sérieusement à l'image de l'entreprise et me demanda de lire cela. Je fronçai les sourcils et plissai les yeux en regardant l'écran. C'était un courriel envoyé la veille au soir à 23 heures. L'expéditeur avait utilisé une boîte de messagerie anonyme avec une combinaison aléatoire de lettres, mais le plus terrifiant était la liste des destinataires, tout le conseil d'administration, les chefs de tous les départements et la boîte générale du département commercial. L'objet du courriel était surligné en rouge. Le vrai visage de la chef du département des ventes, dégénérescence morale et destruction d'une famille. Je parcourus rapidement les lignes des yeux. Le contenu du courriel était un acte d'accusation cruel qui affirmait que je menais une vie libertine, utilisant souvent les réunions avec les clients comme excuse pour séduire et coucher avec les partenaires masculins. Il contenait une histoire inventée sur la façon dont je maltraitais ma belle-mère, comment j'avais jeté de l'eau bouillante sur une femme âgée faible et comment j'essayais de lui arracher les biens de mon mari. À la fin du courriel, l'anonyme exigeait effrontément de l'entreprise de licencier une employée au civil, menaçant que, sinon, il divulguerait tout cela sur les réseaux sociaux pour détruire la réputation de l'entreprise pharmaceutique. Le sang me bouillit dans les veines. La colère m'oppressa la gorge au point que je restai sans voix pendant quelques secondes. Laure ajusta ses lunettes et sa voix sonna sévère. Elle me rappela qu'hier ma belle-mère s'était présentée à la réception en faisant un scandale et qu'aujourd'hui l'entreprise avait reçu cette ordure. Elle me dit que l'entreprise ne se mêlait pas des affaires de ma famille, mais que si nos partenaires lisaient ces affirmations diffamatoires, les conséquences seraient imprévisibles. Et elle me demanda comment je l'expliquais. Je serrai les poings avec force sous la table. Je m'enfonçai les ongles dans les paumes des mains pour garder l'esprit clair. L'image de Madame Thérèse étreignant le thermos avec le bouillon me vint immédiatement à l'esprit. C'était sûrement elle. Ne pouvant me soutirer de l'argent et ne parvenant pas à m'effrayer, elle avait décidé de faire éclater la situation. Mais un instant, je regardai à nouveau attentivement le texte sur l'écran. Un style clair. Des phrases bien construites. Utilisation de la terminologie d'entreprise. Un coup direct au point faible de la réputation de l'entreprise. Madame Thérèse, une femme du village, utilisait un téléphone à touche et écrivait avec des fautes d'orthographe. D'où tirait-elle les connaissances pour créer une boîte de messagerie anonyme, rassembler les adresses de tout le conseil d'administration de mon entreprise et rédiger un texte si mordant? Je levai la tête et mon regard ferme croisa les yeux de mes supérieurs. Je leur jurai sur mon honneur et sur mes 5 ans de travail ici que chaque mot de ce courriel était une calomnie grossière. Je leur fis remarquer une bizarrerie.
L'auteur du courriel connaissait parfaitement la structure de notre entreprise. Je demandai alors d'appeler Paul du département informatique. 1 minute. Robert fronça les sourcils avec méfiance, mais fit signe alors de passer l'appel par le téléphone interne. En moins de 5 minutes, Paul, l'informaticien aux lunettes épaisses, entra en courant dans le bureau. Je lui exigeai avec décision qu'il sorte les en-têtes de ce courriel car j'avais besoin de l'adresse réseau d'origine et des informations sur l'appareil depuis lequel il avait été envoyé. Paul tapa rapidement quelques commandes, des lignes de code défilèrent sur l'écran noir. Très vite, il désigna du doigt une série de chiffres. Il expliqua que le courriel était passé par un serveur intermédiaire pour effacer la trace, mais en traçant l'adresse réseau d'origine, on voyait qu'il avait été envoyé depuis un réseau de fibre optique Orange. L'adresse dynamique au moment de l'envoi était 113.190.45.20 et les paramètres de l'identifiant de l'appareil montraient un navigateur web connu sur une tablette professionnelle. Un froid glacial me parcourut le dos et une sueur froide perla sur mon front. Je sortis précipitamment mon téléphone de ma poche et ouvris l'application de gestion de mon routeur réseau sans fil de la maison, le même que j'avais personnellement configuré lorsque nous avions emménagé dans le pavillon. Je cherchais l'historique d'attribution d'adresse statique de la nuit précédente. Les numéros 113.190.45.20 brillèrent clairement sur l'écran de mon téléphone, coïncidant jusqu'au dernier chiffre. Et dans la liste des appareils connectés à ma connexion Wi-Fi de la maison, il n'y avait qu'un seul appareil de cette fameuse marque technologique, une tablette professionnelle de couleur gris sidéral. La même tablette dont mon mari Didier ne se séparait pas les soirs pour regarder le football et lire les actualités. Le téléphone me glissa presque des mains tremblantes. Ce n'était pas Madame Thérèse. Le vrai coupable n'était pas une belle-mère avide et stupide. Celui qui avait porté ce coup mortel était l'homme avec qui je partageais mon lit. La veille au soir, quand je m'étais enfermé dans la chambre, épuisé de douleur par la brûlure causée par sa mère, Didier avait tranquillement pris sa tablette, s'était connecté au réseau et avait tapé scrupuleusement chaque mot sale pour détruire la carrière de sa femme. Que cherchait-il? Je souris avec amertume. Maintenant, je comprenais. Didier savait que j'étais inflexible. Il savait que lui et sa mère ne pourraient plus me soutirer d'argent pour vivre et encore moins m'effrayer avec des menaces en l'air. C'est pourquoi il avait décidé d'attaquer ma source de revenus. Il voulait que l'entreprise me licencie. Il voulait me coincer, me laisser sans travail, sans argent, me déshonorer devant le monde entier. Il voulait me couper les ailes, faire de moi une chômeuse pathétique pour que je doive revenir en rampant à genoux dans cette maison et serrer les dents, le servant, lui et sa mère, pour un morceau de pain. Quel plan ignoble et horriblement cruel! La voix de l'or me ramena à la réalité, me demandant ce qui m'arrivait, que j'avais les yeux rouges. Je respirai profondément, forçant les larmes à sécher. Le caractère d'une femme forgée dans le creuset des affaires se manifesta plus fort que jamais. J'éteignis l'écran du téléphone, le rangeai dans ma poche et regardai Robert. Dans ma stupeur, il ne restait que le froid d'une lame fraîchement aiguisée. Je dis à Robert et alors que l'expéditeur de ce courriel était mon mari Didier, que l'adresse réseau coïncidait avec le Wi-Fi de ma maison et l'appareil était sa tablette. Robert et Laure restèrent paralysés, se regardant choqués. Paul, de l'informatique, était également bouche bée. Laure demanda, choqué, quel genre de conflit familial nous avions pour qu'il tente de détruire la vie de sa propre femme de cette manière si cruelle. Je répondis clairement qu'il le faisait parce qu'il voulait me coincer, mais qu'il avait choisi la mauvaise personne à faire chanter. Je demandai à Robert un jour de congé de l'entreprise, assurant que je ne permettrais pas que la réputation de l'entreprise soit ternie, mais que j'avais besoin du soutien de la direction pour affronter légalement ce diffamateur une bonne fois pour toutes. Robert acquiesça avec décision. Ses soupçons initiaux avaient complètement disparu, laissant place à l'empathie. Il me dit que l'entreprise était de mon côté et que si j'avais besoin d'aide du département informatique ou des avocats pour rassembler des preuves, je n'avais qu'à demander. Je me levai, m'inclinai devant les deux dirigeants, pris mon sac et sortis de la salle de réunion. L'obscure intrigue de bureau avait été découverte. Je pensais que si Didier avait décidé de jouer à m'anéantir, Valérie lui apprendrait quel est le prix de vouloir coincer une femme. En sortant de la salle de réunion aux vitres dépolies, je sentais encore un frisson dans le dos, mais mon cerveau fonctionnait à plein régime. Les pièces éparses du puzzle commencèrent à s'assembler. Hier à 23h, Didier avait utilisé le réseau sans fil de la maison et sa tablette pour envoyer le courriel diffamatoire. Cela avait été confirmé par Paul, mais il y avait un détail extrêmement absurde dont je venais de me rendre compte.
Didier était chef des ventes dans une autre entreprise qui vendait des équipements médicaux. Il n'avait aucune relation avec notre réseau pharmaceutique. D'où avait-il tiré la liste de contacts internes de tout le conseil d'administration, les chefs de département et les employés de mon secteur? De plus, dans ce courriel diffamatoire, il avait effrontément inclus des chiffres de vente de 2 ou 3 projets secrets que je gérais pour donner de la crédibilité à ces accusations. Ces documents étaient stockés sur mon ordinateur de travail, protégés par un double mot de passe et je ne les emportais jamais à la maison. Comment les avait-il obtenus? Un éclair de lucidité traversa mon esprit, me faisant m'arrêter net au milieu du couloir. La carte d'accès magnétique. Chaque employé de l'entreprise pharmaceutique recevait une carte nominative pour ouvrir les portes vitrées des départements et déverrouiller son ordinateur. J'en avais 2. Une allait toujours dans mon sac de travail et la de rechange, je la gardais au fond du tiroir de la table de nuit à la maison au cas où je la perdrais. Je sortis le téléphone à toute vitesse et courus vers le sous-sol, ouvrant en grand la porte du local de sécurité. J'appelai Michel, le gardien de sécurité, en criant d'une voix hachée, respirant difficilement. Michel, qui était en train de prendre une gorgée de son café, sursauta et leva la tête. Il me demanda ce qui m'arrivait, disant que j'avais mauvaise mine et que je courais comme si les démons me poursuivaient. Je lui demandai désespérément, en appuyant les 2 mains sur la table, d'ouvrir le système de contrôle d'accès et de sortir l'historique des entrées avec ma carte des dernières 48 heures immédiatement. Voyant mon état d'anxiété, Michel ne posa pas de questions et tapa rapidement. L'écran clignota et afficha une longue liste avec des horodatage. Il me dicta. Ce matin, j'étais entré à 7h45. La veille, j'étais sorti déjeuner et revenu à 13h. Puis il fronça les sourcils en regardant une ligne de données surlignée en rouge. Il dit que la veille après-midi, exactement à 19h15, ma carte avait ouvert la porte du département des ventes au 4e étage. Il me demanda si j'étais revenu chercher quelque chose, car il se souvenait m'avoir vu badger sur le parking et partir à 18h30. Je sentis comme si on m'avait frappé à la tête avec une massue. À 19h15 de la veille après-midi, j'étais enfermé dans la chambre, épuisé, en train d'appliquer de la pommade sur la brûlure après la grosse dispute avec Madame Thérèse. À la maison, il y avait le silence. Je pensais que Didier avait emmené sa mère dîner pour ne pas me croiser. Je serrai les dents et fermai les poings jusqu'à ce que mes ongles s'enfoncent dans mes paumes, me causant de la douleur, et je dis que ce n'était pas moi. J'ordonnai à Michel d'ouvrir les caméras de surveillance du couloir du 4e étage et la caméra qui pointait vers mon bureau avec l'enregistrement de la veille après-midi à 19h15. Le plus rapidement possible. Michel fronça les sourcils en réalisant la gravité de la situation. Quelques clics de souris et l'écran se divisa en 4 cadrans, affichant les enregistrements de la veille au soir. L'horloge dans le coin supérieur droit marqua 19h15. La porte vitrée du département des ventes s'ouvrit et une silhouette masculine se glissa à l'intérieur. Il portait un coupe-vent noir, une casquette enfoncée jusqu'aux yeux qui lui cachait la moitié du visage et un masque épais. Il marchait sur la pointe des pieds, mais sa démarche légèrement boiteuse et ses célèbres baskets grises le dénonçaient complètement. Je l'aurais reconnu même s'il s'était transformé en cendre. C'était Didier. Mon mari. Michel se leva d'un bond, changeant d'expression, demandant qui c'était et pourquoi il avait ma carte. Nous vîmes sur l'écran comment il se dirigeait vers mon bureau et s'affalait lourdement sur ma chaise. Il sortit de sa poche un pense-bête jaune, un papier que j'avais jeté à la poubelle à la maison et sur lequel était noté le mot de passe du réseau et un indice du mot de passe de mon ordinateur de travail que j'avais écrit à la hâte. Il commença à taper et l'écran du moniteur s'alluma, illuminant ses yeux avides et malins. Puis il brancha une clé USB argentée dans le port de connexion. Le gardien s'exclama horrifié qu'il était en train de copier les données. Je restais collé à l'écran. Tout mon corps tremblait de colère et de répulsion. Je ne pouvais plus pleurer. La douleur s'était figée, laissant place à une terreur glaciale. Didier n'avait pas seulement volé la liste de contacts de mon ordinateur. À ce moment-là, le dossier avec la base de données des clients clés pour l'année 2026 et les listes de prix internes des médicaments était ouvert. Étant chef des ventes d'équipements médicaux chez la concurrence, il volait la base de données clients et la stratégie de prix de mon entreprise pour la divulguer à son propre bénéfice. J'ordonnai à Michel d'une voix froide et sans vie, comme si elle venait de l'au-delà, d'arrêter la vidéo au moment où il sortait le dispositif et d'agrandir son poignet gauche. Michel obéit. Sur l'écran agrandi,
sous la faible lumière du bureau, on voyait clairement une montre mécanique avec un bracelet en cuir marron. La même montre que je lui avais offerte pour notre anniversaire de mariage. Tout était très clair. Il avait volé ma carte de rechange à la maison. Il s'était faufilé dans l'entreprise quand tout le monde était parti. Il avait volé des informations commerciales ultra secrètes et, au passage, avait emporté le carnet d'adresse interne. Puis il était rentré tranquillement chez lui avec ses trophées. Il avait attendu 23 heures, s'était connecté au réseau, avait pris sa tablette et avait écrit un courriel anonyme pour piétiner la dignité de sa propre femme. Il avait fait d'une pierre deux coups, détruire ma carrière pour me mettre au pied du mur et m'obliger à le servir, lui et sa mère, et s'emparer d'une juteuse base de données clients qui valait des millions. Le masque du dirigeant respectable était tombé, révélant le vrai visage d'un petit voleur, un démon sous forme humaine. Le dégoût me monta à la gorge, me causant des nausées. À ce moment-là, la porte du local de sécurité s'ouvrit en grand. Robert et Laure entrèrent, le visage extrêmement préoccupé. Robert me demanda où j'étais parti en courant et ce qui s'était passé, mais il n'eut pas le temps de finir la phrase car il vit l'enregistrement sur l'écran que Michel était en train de rejouer. Je me tournai vers mon directeur commercial. Je relevai légèrement le bandage de ma main gauche et respirai profondément pour retrouver ma contenance de cadre. Je dis à Robert que j'avais trouvé l'origine du courriel anonyme et son véritable objectif. Je lui expliquai que l'homme de la vidéo la veille à 19h avait utilisé ma carte de rechange, était entré là et avait téléchargé toute la base de données clients et les listes de prix internes. Robert grogna et les veines de ses tempes gonflèrent. Demandant si c'était un espion de la concurrence, je répondis en prononçant clairement chaque syllabe avec un son aussi grinçant que celui d'un ver que l'on raie. Que non, c'était Didier, mon mari. Je leur précisai qu'il avait volé les données pour son bénéfice personnel et avait utilisé la liste d'adresses volées pour me diffamer. Laure se couvrit la bouche de la main et ouvrit de grands yeux, horrifiés. Robert frappa du poing sur la table de toutes ses forces, restant sans voix de colère. Le vol de secrets commerciaux est un délit pénal qui menace directement la survie de l'entreprise. Je tendis la main, pris la clé USB avec la vidéo exportée des caméras de surveillance et la serrai fermement dans la paume de ma main. Je dis à Robert que ce n'était plus un conflit familial, mais une attaque à la sécurité corporative et un vol de propriété intellectuelle. Je lui demandai la permission de me représenter moi-même et espérais qu'il représenterait l'entreprise pour pouvoir certifier notarier toutes les preuves. Je levai le regard vers la caméra dans le coin de la pièce. Mes yeux brûlaient de fureur et d'une détermination absolue. Je déclarai à voix haute, demandant alors d'appeler la police immédiatement. Cette fois-ci, je ne lui laisserai aucune échappatoire. Il était 14h le mardi. L'air dans le bureau de l'officier de permanence du commissariat local était devenu dense, étouffant et tendu comme une corde de violon. La lumière dure des fluorescents frappait directement la froide table métallique. Sur la table, parfaitement alignée, se trouvait le dispositif de mémoire avec les vidéos des caméras et les copies couleur des extraits d'adresses réseau et de ce courriel infâme, présenté à l'inspecteur Leclerc, l'enquêteur chargé de l'affaire. J'étais assise en face, absolument impassible. Ma main gauche enveloppée dans le bandage reposait légèrement sur le bord de la table. À mes côtés était assis François, l'avocat qui agissait comme représentant légal de l'entreprise pharmaceutique. La porte vitrée du commissariat s'ouvrit avec un grincement. Didier entra. Derrière lui venait le policier qui venait d'aller à son bureau pour lui remettre la convocation. Dès qu'il me vit, Didier sursauta. Au début, un soupçon de déconcertation apparut sur son visage, mais il fut immédiatement remplacé par son irritation et son arrogance habituelle. Il fit un pas en avant, me pointa du doigt et cria de sa voix grave au milieu du commissariat. Il m'accusa d'être complètement folle et de monter un cirque en appelant la police à son travail pour le faire honte. Il allégua que les affaires familiales se réglaient à la maison à huis clos et me demanda combien de temps j'allais continuer à le piétiner dans la boue. L'inspecteur Leclerc frappa fortement sur la table avec le dossier et sa voix sonna ferme. Il lui exigea de garder le silence et de se comporter de manière appropriée, lui rappelant que c'étaient les locaux de la police et non un marché pour crier sur la plaignante. Didier frissonna, retira sa main à toute vitesse et s'effondra maladroitement sur la chaise en face de moi. Il essaya de forcer un sourire inconfortable vers le policier. Il se justifia en disant que nous avions de petits désaccords avec sa femme pour de l'argent, que la belle-mère et la belle-fille ne s'entendaient pas, que comme elle gagnait de l'argent, elle se croyait la reine et se vengeait des torts familiaux en les dérangeant. Je laissai échapper un rire glacial, un rire qui se ficha dans le cœur même de la fausseté de cet homme.
Je lui demandai s'il pensait vraiment que je l'avais appelé ici pour lui exiger de rendre les 1300 € qu'il avait volés pour les donner à sa mère, lui disant que son imagination était trop pauvre. Je fis un signe de tête à l'avocat. François intervint en disant qu'il ne l'avait pas appelé ici pour parler de divorce, mais qu'il représentait l'entreprise pharmaceutique et l'accusait d'intrusion dans les locaux, de vol de secrets commerciaux et de calomnie attentant à l'honneur et à la dignité. Sur l'écran commença à se dérouler la vidéo de la caméra de surveillance de 19h15 du lundi. L'image de l'homme avec casquette et masque qui entrait furtivement avec la carte magnétique. Il utilisait le pense-bête jaune et branchait la mémoire pour copier les données des clients. Tout fut montré en détail et le moment où sous la lumière des lampes brilla la montre mécanique avec bracelet en cuir marron. Cela frappa Didier directement aux yeux comme un éclair, détruisant toute tentative de justification. Le visage de Didier devint exsangue. Ses yeux sortaient de leurs orbites et ses lèvres sèches commencèrent à trembler. Il commença à bégayer en disant que ce n'était pas lui et nous accusa d'avoir monté la vidéo pour lui tendre un piège. L'inspecteur Leclerc sortit du dossier la feuille avec l'analyse des données réseau et dit que la police avait recoupé les connexions informatiques, prouvant que le courriel anonyme avec chantage et diffamation envers Valérie avait été envoyé depuis sa propre maison via son appareil personnel. Il l'accusa d'avoir pris la carte de rechange de sa femme, de s'être faufilé dans les installations et d'avoir téléchargé la base de données de clients clés, évaluée à des millions d'euros, pour l'utiliser au profit de l'entreprise concurrente où il travaillait, avec les preuves sur la table. Il lui demanda s'il pensait encore nier sa culpabilité. À cet instant, le masque de chef respectable vola en éclats définitivement. Didier s'effondra. La lâcheté habituelle, enracinée dans son sang et sa chair, se manifesta. Il se saisit les cheveux, s'accrocha au bord de la table et le front se couvrit de grosses gouttes de sueur. À ce moment précis, dans le couloir, on entendit le son traînant de pas et de plaintes larmoyantes. D'une manière ou d'une autre, apprenant que la police avait emmené son fils, Madame Thérèse était arrivée à toute vitesse et fit irruption dans le bureau. Elle vit Didier tremblant comme un chien battu et se jeta immédiatement sur moi avec l'intention de m'attraper par les cheveux. Elle m'insulta en criant que si je voulais tuer son fils, quelle faute avait-il pour que je lui lâche la police et exigeant qu'il soit libéré immédiatement. Je restai assise immobile sans même essayer de l'esquiver. Mais les gardes et les agents intervinrent instantanément. Ils saisirent Madame Thérèse par les bras et la traînèrent en arrière. Je regardai directement dans les yeux de Didier et lui suggérai d'expliquer à sa mère la bassesse qu'il avait commise. La panique face à la perspective d'aller en prison lui fit perdre le jugement. Il se tourna brusquement vers sa propre mère. Ses yeux brillaient de folie. Il la pointa du doigt directement au visage et hurla désespéré que c'était sa mère, que toute la faute était à elle. Il supplia l'inspecteur qu'il était innocent, que sa mère l'avait incité parce qu'elle avait pitié de l'argent, qu'elle lui avait dit que je me croyais trop importante et l'avait obligé à faire cela pour que je sois renvoyé. Pour que je ne puisse pas relever la tête et que je revienne en rampant à genoux. Il cria que sa mère l'avait obligé à écrire le courriel anonyme. Madame Thérèse resta paralysée, comme foudroyée par un éclair. Les larmes et la morve de son visage séchèrent instantanément. Elle ouvrit la bouche, sans pouvoir croire ce qu'elle venait d'entendre des lèvres de son très cher fils, qu'elle avait choyé et protégé chaque jour. Elle demanda à son fils ce qu'il disait et s'il salissait sa vieille mère. Rappelant qu'elle savait à peine utiliser le téléphone et demandant comment elle aurait su ce que contenait ce courriel pour l'inciter. Madame Thérèse se frappa la poitrine du poing, lançant un long hurlement, et cette fois-ci ce n'était plus une mise en scène comme les jours précédents. Elle cria au ciel qu'elle l'avait enfanté et avait fermé les yeux en le voyant voler l'argent des deux, qu'elle m'avait même brûlé avec de l'eau bouillante pour le protéger lui et que maintenant qu'il avait des problèmes, il avait décidé de se cacher derrière sa mère. Le théâtre de l'absurde, joué par la mère et le fils, se déroulait en plein commissariat sous les yeux des représentants de la loi, un voleur rejetant la faute sur sa propre mère et une mère prête à agresser sa belle-fille, recevant un coup de poignard dans le dos de son propre fils. Le dégoût en moi atteignit ses limites. Il dépassa la colère, se transformant en une sensation nauséabonde. Je me levai lentement, écartant le dossier avec les documents. De mon sac, je sortis un paquet de feuilles blanches et lisses et les posai avec force sur la table juste devant Didier. C'était la demande de divorce déjà signée par moi. Je lui dis d'une voix grave, qui pesait des tonnes, que les 1300 € qu'il m'avait volés, il pouvait les considérer comme mon aumône pour sa bassesse et celle de sa mère, et que la brûlure de ma main était le prix que j'avais payé pour voir le vrai visage d'un animal à l'apparence humaine. Je frappai avec mes phalanges la demande de divorce. Je l'avertis que pour le vol des données commerciales de mon entreprise,
j'exigerais qu'il soit poursuivi pénalement jusqu'au bout et qu'il n'y aurait ni retrait de plainte ni accord. Quant à nous, je lui dis de signer car j'exigeais le divorce et que notre seul bien, le pavillon de Saint-Germain-en-Laye, serait divisé conformément à la loi, lui conseillant de ne pas attendre d'accord ni d'indulgence de ma part et que nous nous verrions au tribunal. Si d'ici là il n'était pas déjà en prison. Cela dit, je fis un signe de tête à l'inspecteur Leclerc. Je me retournai avec décision et sortis de ce bureau étouffant, laissant derrière moi les cris et les malédictions mutuelles de Didier et de sa mère. En sortant dans la cour baignée par le soleil de l'automne parisien, je respirais de l'air pur. Pour la première fois, après tant de jours à retenir mes émotions, je ressentis une légèreté incroyable. Une dure bataille légale m'attendait, mais les chaînes de la soumission avaient été brisées pour toujours. Le jeudi matin, 2 jours après le scandale au commissariat, je retournai au pavillon à 3 étages dans le quartier de Saint-Germain-en-Laye. La maison était toujours là, belle et robuste, mais en son intérieur, elle était devenue une tombe froide qui avait enterré 3 ans de ma jeunesse. Avec moi venait François, l'avocat qui représentait mes intérêts dans le processus de divorce et la division des biens. La brûlure de ma main gauche avait déjà diminué, se couvrant de croûtes sombres, mais elle restait enveloppée d'un léger bandage. De la main droite, je traînais avec décision une grande valise dans laquelle j'avais mis mes vêtements de travail, mes cosmétiques et certains de mes livres préférés. Je ne pris aucun objet de valeur de la maison, ni le téléviseur, ni le canapé. Très bientôt, le tribunal émettrait une ordonnance de saisie conservatoire sur tous les biens. Je fermai la fermeture éclair de la valise d'un bruit sec. À ce moment-là, j'entendis le frottement de pantoufles dans l'escalier. Madame Thérèse apparut. Son visage était décomposé. Des cernes sombres marquaient ses yeux. Sûrement à cause des nuits d'insomnie après que son adorable fils l'eût blâmé de tout au commissariat. Mais cette fatigue ne parvenait pas à cacher l'avidité et l'agressivité qui étaient sur le point d'éclater. Elle bloqua la sortie de la chambre, serrant fortement une chemise en plastique transparente. À l'intérieur se trouvait la note simple du registre foncier de la maison et notre livret de famille. Elle me regarda par-dessus son épaule vers la valise et grogna, me demandant si j'avais décidé de fuir, m'accusant que par ma faute, son Didier avait été soumis à des mesures conservatoires, avait été licencié de son travail et me demandant si je croyais que j'allais me secouer la poussière et partir comme ça. Je me redressai, lâchai la poignée de la valise et lui répondis tranquillement que je ne fuyais pas, mais que je déménageais légalement ailleurs pendant que le tribunal traitait le divorce. J'ajoutai que le fait que Didier ait été licencié et fasse face à une condamnation était parce qu'il avait volé la propriété intellectuelle de mon entreprise et qu'un délinquant devait payer pour ses actes. Je lui demandai pourquoi elle ne blâmait pas son fils, qui avait essayé de ruiner sa femme au lieu de blâmer la victime. En entendant le mot divorce, Madame Thérèse leva immédiatement la chemise, sortit le livret de famille et ouvrit de grands yeux, me menaçant. Elle m'ordonna de bien regarder, me disant qu'elle avait les papiers de la maison et le livret de famille aussi. Et elle m'avertit que si je m'avisais d'aller au tribunal, elle déchirerait ces papiers et brûlerait les titres de propriété de la maison pour voir comment je divorcerais sans les papiers, me demandant si je croyais pouvoir la tromper. L'ignorance juridique de Madame Thérèse me fit pousser un profond soupir. Je reculai d'un demi-pas. Je mis ma main droite dans la poche de ma veste. J'appuyai sur le bouton de l'enregistreur du téléphone et fis un clin d'œil à l'avocat François, qui se tenait au coin du couloir, la caméra de son téléphone portable déjà en train d'enregistrer. Je lui demandai si elle croyait vraiment que si elle déchirait le livret de famille, nous ne pourrions pas divorcer et je lui suggérai de garder la note simple du registre, car si les papiers d'une propriété partagée sont perdus, les organismes de l'État en délivrent de nouveaux. Et ce qu'elle faisait n'avait aucun sens. Je baissai la voix à dessein pour la forcer à révéler ses véritables intentions. Comme prévu, Madame Thérèse tordit les lèvres avec mépris et frappa du pied sur le sol. Elle m'ordonna de ne pas oser l'effrayer avec des lois, affirmant que ce pavillon à 3 étages était la sueur et le sang de son Didier, car il était l'homme, c'était lui qui ramenait l'argent à la maison et subvenait aux besoins de la famille. Tandis que moi je n'étais qu'une femme qui vivait à ses crochets. Elle dit que si je voulais divorcer et leur prendre la maison, je devais signer un papier renonçant à 80% de la valeur de la maison en faveur de Didier et que je pouvais prendre mes 20% et m'en aller. Elle exigea que je signe la renonciation à l'instant même et qu'alors elle me donnerait les papiers pour le tribunal, sinon, je ne me débarrasserai jamais de sa famille de toute ma vie. La caméra entre les mains de François enregistra absolument tout, sans perdre un seul mot. Un cas d'extorsion flagrante de la part d'une belle-mère avide. Elle croyait que comme je ne savais pas où étaient les papiers,
Elle pouvait les utiliser comme otages pour me priver de ce que j'avais gagné avec mon travail. Les 80%, quel ridicule. Un homme qui volait 1300 € du budget commun et les donnait à sa mère, qui n'était même pas capable de payer l'hypothèque et exigeait maintenant 80% de la propriété. Je fis un pas en avant. Mon regard se ficha dans Madame Thérèse. Je lui demandai comment elle pouvait dire une telle chose. Alors que chaque mois, je versais 1500 € et Didier versait 1500 € pour payer l'hypothèque. Je lui rappelai que j'avais les relevés bancaires conservés et qu'elle exigeait quand même 80% de la maison. Je l'accusai de cacher les documents, de menacer et d'entraver mon droit légal au divorce pour m'obliger à partager les biens comme elle le voulait. Et je lui précisai que cela s'appelait de l'extorsion. À ce moment-là, l'avocat François sortit tranquillement du coin. L'apparition d'un homme inconnu en costume élégant et un téléphone à la main enregistrant une vidéo fit sursauter Madame Thérèse. Elle cacha précipitamment la chemise en plastique derrière son dos. François salua d'une voix professionnelle et d'acier. Il se présenta comme l'avocat représentant les intérêts de Valérie, l'informant que toutes ces menaces de détruire les documents et ses exigences illégales concernant le partage des biens venaient d'être enregistrées en audio et en vidéo. Il lui communiqua que le fait de cacher les papiers de la maison n'altérait en rien la copropriété du bien et que nous avions déjà déposé une demande au tribunal de Saint-Germain-en-Laye pour appliquer des mesures conservatoires et saisir préventivement toute la maison. De sorte qu'à partir du lendemain, personne n'aurait le droit de la vendre, de l'hypothéquer ou de changer son nom. En entendant parler de la saisie de la propriété, Madame Thérèse devint pâle comme un mur. Ses jambes tremblèrent, elle chancela et recula. Les lèvres tremblantes, elle balbutia en demandant une saisie et si nous la trompions. Je lui assurai que personne ne la trompait et que sa propre avidité et celle de son fils avaient poussé cette famille au bord du précipice. Je passai devant elle avec la valise, ne voulant pas m'attarder sur son regard une seconde de plus. En sortant par la porte, je jetai un dernier coup d'œil à cette maison. L'endroit où jadis tant d'espoir avait été abrité était maintenant devenu une boîte de béton sans vie. À peine monté dans le taxi, mon téléphone commença à vibrer. Sur l'écran apparut le nom de Didier. J'appuyai sur le bouton répondre et activai le haut-parleur. D'une voix plaintive entre des sanglots, il me supplia, me disant que c'était une bonne chose que j'ai décroché le téléphone et que je le sauve. Il pleurait. L'orgueil du chef des ventes avait été complètement écrasé par le poids des mesures conservatoires. Je lui demandai froidement ce qui se passait et lui demandai de parler vite car je déménageais. Il me dit qu'il avait réalisé son erreur et que ces jours-ci, il vivait un enfer parce que l'entreprise avait appris qu'il avait volé les données et l'avait licencié sur le champ. Il ajouta que cet après-midi, l'inspecteur l'avait de nouveau convoqué pour l'interroger et me supplia de parler à mon directeur pour qu'il retire la plainte, rappelant que nous étions mari et femme, et affirmant que si je ne le faisais pas, il irait en prison. Il me supplia de retirer la demande de divorce, promettant d'envoyer sa mère au village. Ces supplications pathétiques des lèvres de l'homme qui avait écrit de ses propres mains un courriel diffamatoire pour piétiner mon honneur, qui avait été si cruel au point de vouloir détruire ma vie, sonnaient si ridicules et bon marché. J'interrompis Didier tranquillement et lui rappelai, premièrement que le vol de données était un délit économique et que le plaignant était une entité juridique, mon entreprise. Je lui précisai que je n'avais pas le droit de retirer la plainte et que je n'avais jamais eu l'intention de couvrir un voleur. Deuxièmement, je lui dis que sa trahison et sa bassesse n'étaient pas des choses que l'on pouvait réparer avec quelques larmes. Didier, paniqué, s'accrocha aux dernières miettes de son faux pouvoir, rappelant que sa mère avait les papiers et que si je divorçais, je me retrouverais sans rien, me demandant de penser à la façon dont le juge échouerait. Je souris d'un sourire léger et décidé et lui dis de ne pas s'inquiéter pour moi, lui expliquant que l'avocat et moi venions d'enregistrer en vidéo comment sa mère menaçait de détruire les documents en essayant de s'approprier 80% de la maison et que la demande de saisie des biens était déjà déposée. Je lui conseillai que sa tâche à ce moment-là n'était pas de me supplier, mais de se trouver un bon avocat pénaliste car une condamnation l'attendait. Sans le laisser émettre un seul son de plus, je mis fin à l'appel et bloquai son numéro pour toujours. Je regardai par la fenêtre du taxi. Les pluies des derniers jours avaient cessé. Laissant place au premier rayon de soleil qui se frayait un chemin à travers les feuilles des arbres dans une rue bruyante de Paris. Les tempêtes familiales étaient derrière moi. La partie la plus douloureuse était terminée et maintenant, il ne restait plus que la bataille finale devant les tribunaux pour retrouver la liberté et la justice qui m'appartenaient de droit. Octobre. Les premiers froids de Paris apportèrent un vent mordant, mais lorsque je sortis par les lourdes portes en chêne du tribunal de Saint-Germain-en-Laye, au fond de mon âme,
je ressentais une chaleur et une légèreté incroyables. Ce jour-là, la dernière audience était terminée et le verdict avait été prononcé, mettant un point final à ma tragique vie familiale de 3 ans avec Didier. Dans la salle d'audience, l'atmosphère était étouffante. Didier avait l'air horriblement décharné, la chemise froissée, mal rasée et les yeux très enfoncés. L'affaire pénale pour vol de propriété intellectuelle pendait toujours au-dessus de lui comme une épée de Damoclès, aspirant les derniers restes d'énergie vitale de l'homme qui se vantait autrefois de sa supériorité. À ses côtés était assise Madame Thérèse. Plus de crise hystérique ni de menace de déchirer des documents. Elle était recroquevillée sur le banc. La tête baissée et évitant les regards de tous les présents. Le juge ouvrit le gros dossier sur la table et lut clairement le jugement, se basant sur les relevés bancaires fournis par la plaignante Valérie, ainsi que sur l'enregistrement vidéo qui confirmait la tentative d'appropriation illégale de biens par Madame Thérèse. Le tribunal déclara totalement infondée la réclamation d'attribuer 80% de la valeur de la propriété au défendeur Didier. De plus, il considéra que la maltraitance psychologique et les diffamations orchestrées par Didier envers son conjoint avaient causé un dommage irréparable à la relation matrimoniale. Le juge frappa du marteau et prononça la dissolution du mariage, ordonnant que les biens communs, concrètement le pavillon à 3 étages de Saint-Germain-en-Laye, soient vendus aux enchères publiques. Les fonds obtenus, une fois la dette hypothécaire entièrement liquidée, seraient divisés entre les parties à parts égales à 50%. Il ordonna aux parties de se conformer strictement à la décision judiciaire. Le coup sec du marteau réduisit en miettes tous les plans avides de Didier et de sa mère. En entendant parler d'enchères publiques et de partage de moitié, Madame Thérèse se mit à trembler de la tête aux pieds. Elle leva ses yeux rougis et pleins de désespoir vers Didier et murmura, demandant si elle avait vraiment perdu la maison et où elle allait vivre. Se lamentant qu'il n'avait pas de maison, qu'il n'avait pas de travail, la police continuait d'enquêter et se demandant à Dieu comment elle allait maintenant rentrer au village et regarder tante Rose et oncle Paul en face. Didier ferma les yeux avec force, serra les poings en froissant le bord de sa chemise et grogna entre ses dents, ordonnant à sa mère de se taire, lui reprochant que si ce n'était pas pour son avidité et ses stupides conseils, il n'en serait pas arrivé là. Je ramassai tranquillement mes documents et les mis dans mon sac. L'avocat François, qui était à mes côtés, acquiesça légèrement, me félicitant. Je passai devant la mère et le fils, m'arrêtant exactement 3 secondes, juste assez pour leur lancer un dernier regard glacial. Je leur dis à tous les deux que le prix de l'avidité était la perte de la liberté et de la dignité, et qu'ils l'avaient choisi eux-mêmes. Je me retournai et m'éloignai, sans m'arrêter de regarder en arrière une seconde, laissant derrière moi les sanglots étouffés de Madame Thérèse et la silhouette courbée de cet homme lâche. On dit qu'après le procès, Madame Thérèse ramassa à toute vitesse ses affaires et ce même après-midi, prit un bus pour rentrer à son village. La honte atteignit son paroxysme lorsque les membres de la famille de province, les mêmes qui autrefois lui donnaient raison et me jugeaient moi, étaient maintenant ceux qui la critiquaient le plus fort et se moquaient d'elle pour avoir ruiné la vie de son fils par sa cupidité. Quant à Didier, il fut contraint de déménager dans une chambre de location bon marché quelque part dans la banlieue de Paris, attendant chaque jour avec panique la convocation de l'inspecteur pour son affaire pénale. Un mois plus tard, en joignant ma part de la vente du pavillon à mes économies personnelles, je versai la compte pour un petit appartement, mais baigné de lumière au 15e étage. Ce n'était peut-être pas un énorme pavillon à 3 étages, mais c'était mon propre chez-moi, mon territoire inviolable, que j'avais moi-même construit de mes propres mains. Le vendredi à 18h, je rentrais du travail en voiture et m'arrêtais au supermarché. La brûlure de ma main gauche était devenue une cicatrice pâle qui me rappelait un passé douloureux qui avait déjà guéri. J'entrai dans la cuisine, mis mon tablier bleu ciel, coupé moi-même les légumes et la viande, mis sur le feu une marmite de pommes de terre mijotées avec des côtes de porc et jeté dans la poêle un filet de saumon. Le bruit de l'eau bouillante et le crépitement de l'huile chaude égayaient mes oreilles, et des arômes appétissants remplissaient l'espace douillet. Je mis la table en plaçant la nourriture sur une petite table en chêne près de la fenêtre. Là, il n'y avait plus de table débordant de viande où il manquait une assiette. Pour moi, il n'y avait pas de demi-louche de bouillon à queue plein de mépris. Il n'y avait pas de reproche ni de regard glacial et indifférent de personne qui se disait ma famille. J'ouvris le couvercle du robot de cuisine. Une vapeur chaude monta. Je pris une louche et me servis avec soin un bol débordant de riz blanc léger. Le riz chaud et aromatique toucha ma langue, apportant avec lui le goût de la paix et de la liberté, dînant seul et regardant le flot pressé des voitures dans les rues nocturnes de Paris. J'esquissai un léger sourire. On dit que le bonheur d'une femme consiste à faire un bon mariage et que la famille est un port où les tempêtes se calment.
Mais ayant survécu aux ouragans les plus cruels, provoqués par mes propres proches, j'avais compris une autre vérité. La valeur d'une femme ne se mesure pas à sa capacité à supporter sans limite et encore moins à l'argent qu'elle investit pour, en serrant les dents, servir une famille qui ne la respecte pas. Notre valeur réside dans le courage pour ce qui est à nous et dans le courage de le laisser partir à temps. La famille n'est pas l'endroit où on mesure chaque grain de riz et où on compte chaque plat. La famille est un lieu où il doit y avoir respect, compréhension et soutien. Si vous ne pouvez pas trouver cela chez d'autres personnes, créez-le vous-même pour vous. Je coupais un morceau de saumon. Pourquoi le dîner de ce soir me semblait-il si incroyablement délicieux? Ce plat rempli de riz, cette liberté était la récompense la plus digne que moi, Valérie, j'avais conquise pour moi-même avec courage. Le mariage pourri était du passé et devant moi s'étendait un ciel immense, brillant et infini.